Donc nous revoici avec Céline Newton du groupe Aglitae Group, qui va nous parler d'un sujet qui est fort intéressant, qui est effectivement repenser ou penser sa vie professionnelle après un burn-out. Bonjour Céline. Bonjour, merci à toutes pour votre présence. Je suis en train de me placer correctement. Vous allez bien? Ravie d'être avec vous sur ce salon. Ben, merci aussi à vous. Du coup, je partage votre écran et on se retrouve à la fin s'il y a quelques petites questions. Voilà. Avec grand plaisir. Sinon, bon workshop en tout cas. À tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. C'est à moi, super. Ben, écoutez, bonjour à toutes encore une fois. Merci beaucoup d'être présente pour ce workshop intitulé « Repenser sa vie professionnelle après un burn-out ». Sacré sujet. Et moi, je m'appelle donc Céline Newton, je suis consultante en transition professionnelle pour le cabinet Agilitae et de formation, je suis psychologue du travail. Donc, pourquoi ce thème-là? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème-là? Eh bien, tout simplement parce que dans ma pratique professionnelle, je suis amenée à accompagner des personnes dans le cadre de leur évolution professionnelle et notamment dans leur réflexion et la construction de leur projet professionnel lors de démarches de bilan de compétences. Et ces personnes-là, eh bien, elles viennent à moi, elles sont d'horizons extrêmement variés. Cependant, leur questionnement, je dirais, reste sensiblement le même. De quoi ai-je besoin pour m'épanouir au travail? Alors, hormis l'aspect, bien sûr, vers quel métier me tourner ou vers quelle formation, eh bien, au préalable, c'est une question fondamentale, évidemment, à laquelle il faut répondre pendant notre bilan, c'est-à-dire, qui suis-je finalement, de quoi ai-je besoin et que finalement, ma vie professionnelle ait du sens pour moi. Et parmi toutes ces personnes que je rencontre, eh bien, certaines viennent de vivre une expérience professionnelle qui clairement les a bouleversées, voire même traumatisées, dans leur image d'eux-mêmes, dans leur rapport au travail, et qui les ont proprement vidées de leur énergie et de leur envie, en tout cas, de faire leur travail. Ces personnes, dans la grande majorité des cas, eh bien, elles viennent de vivre ce qu'on appelle communément un burn-out. Autrement dit, elles ont été, ou même quand elles viennent me voir, elles sont encore parfois en épuisement professionnel. Et on va voir ensemble justement qu'est-ce que tout cela peut bien signifier. Et donc, ce sujet pour moi était important puisque je voulais tenter de vous expliquer ce qui se joue psychiquement dans cette situation de burn-out pour ces personnes-là, ou en tout cas ces personnes qui s'en approchent et qui sont pris dans cet engrenage-là. On va le voir, que c'est vraiment une question d'engrenage. Et finalement, comment le bilan de compétences, sans être une solution miracle, bien évidemment, mais peut participer, a posteriori en tout cas, dans la reconstruction de leur image d'eux-mêmes professionnelle, dans leur estime d'eux-mêmes et dans la construction d'une vie professionnelle, je dirais, en toute connaissance de soi. Alors, avant d'entamer le sujet à proprement parler, un petit tour sur le côté de chiffres révélateurs. Donc, un cadre sur deux estime avoir été victime de burn-out, 57% ont été arrêtés par leur médecin, 37% des cadres sont allés jusqu'à la rupture conventionnelle suite à leur burn-out et 22% sont allés jusqu'à la démission. Alors, ça veut bien dire que, évidemment, la population de cadres n'est pas les seuls concernés, c'est pas ça que cela veut dire, mais en tout cas, il apparaît que c'est une population qui est particulièrement touchée par le burn-out. Autre chiffre révélateur sur la population plus globale, eh bien 36% des personnes déclarent avoir déjà fait un burn-out durant leur carrière. Les femmes seraient a priori davantage concernées à 39% que les hommes à 31%. On a
8 points de différence, mais a priori, en tout cas, la charge, je dirais, mentale, qui est aussi un sujet extrêmement utilisé en ce moment, en tout cas, eh bien, cette charge mentale viendrait évidemment alimenter tout ce que l'on peut savoir sur le burn-out, notamment pour les femmes. Et une majorité des personnes considèrent que la charge de travail est trop élevée à 51%. Et on va voir en quoi, justement, après, la charge de travail fait partie des facteurs importants dans l'apparition du burn-out. Alors, l'épuisement professionnel, très bien, qu'est-ce que c'est? Une petite définition de l'INRS. Donc, il s'agit d'un ensemble de réactions qui sont consécutives à des situations de stress professionnel chronique et dans lequel la dimension de l'engagement est prédominante. Ici, on a deux notions extrêmement intéressantes à relever, qui sont le stress professionnel chronique et puis, bien sûr, l'engagement. On va voir comment cet engrenage nous amène petit à petit vers le stress professionnel chronique, mais ce qui est à la base est de l'ordre de l'engagement. Et on va voir en suivant aussi ce que c'est l'engagement et ce que ça requiert en tout cas en termes d'effort et dans l'équilibre effort-plaisir aussi que l'on va comprendre chez nos collaborateurs qui sont dans cet engrenage-là. Alors, 3 caractéristiques fondamentales dans l'épuisement professionnel. C'est l'épuisement émotionnel, ce sentiment d'être simplement vidé de son énergie et de ses émotions, d'être épuisé. La dépersonnalisation ou le cynisme qui se manifeste notamment par une espèce de déconnexion sociale, un lien social, un isolement social où clairement on en vient à finalement en vouloir à nos collègues, en vouloir à nos proches familiaux aussi, et où finalement on va se détacher affectivement de notre travail, on va y prendre beaucoup de distance, tant et si bien que on n'est plus capable de faire preuve notamment d'empathie. Et puis ensuite, on a la réduction de l'accomplissement personnel au travail qui est directement liée au sentiment de compétence, c'est-à-dire que quoi que l'on fasse finalement, on a le sentiment de ne pas être compétent, de ne pas être efficace dans notre travail et finalement de ne plus y trouver du sens. Ça, ce sont les 3 caractéristiques fondamentales de l'épuisement professionnel. Quels signes trouvons-nous ? C'est-à-dire quels sont les symptômes cliniques de l'épuisement professionnel? Nous avons des manifestations émotionnelles d'une part. Donc là, on va parler d'angoisse, de stress, on va avoir de la tristesse, on va avoir c'est aussi malheureusement dans les cas les plus graves des pensées suicidaires. En tout cas, on va avoir des dérèglements d'humeur de plus en plus importants. Plus on va avancer dans l'engrenage, plus ces dérèglements d'humeur seront fréquents et importants en termes d'intensité. Et puis dans les manifestations somatiques, bien sûr, nous trouvons tout l'aspect des douleurs diffuses, des maux de dos, des maux de tête, des troubles intestinaux, gastriques. Nous trouvons bien sûr toute la collection que l'on pourrait avoir sur les sensibilités au niveau de la peau, l'apparition d'eczéma, etc. Voilà, qui sont des manifestations somatiques et qui bien sûr viennent tout simplement symboliser le conflit entre le corps et l'esprit aussi. Nous avons des manifestations cognitives. Ces manifestations cognitives, tout simplement, plus on va aller on va avancer dans cet engrenage du burn-out, plus on va se trouver face à des difficultés de réflexion, de synthèse, d'organisation. Tout ce qu'on fait nous semblera être un effort surhumain, être en tout cas quelque chose qui demande énormément d'énergie. En tout cas, il y aura un trouble de l'attention et de la concentration manifeste. Et puis des manifestations comportementales qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, évidemment, on va pouvoir percevoir dans vos comportements professionnels, finalement, un détachement petit à petit de votre travail en quête de sens, mais surtout cette irritabilité en termes d'émotions, on va la retrouver aussi dans le lien de désolidarisation, de déshumanisation dans votre travail. Alors, le burn-out, je dirais que s'il y a quelque chose que l'on pourrait retenir de fondamental, le burn-out, c'est la rencontre entre une organisation de travail et une organisation psychique. Dans l'organisation psychique, on entend bien sûr la personnalité, mais la personnalité n'a qu'un rapport, je dirais, très indirect
sur cet aspect sur ce burn-out-là. Il n'y a pas des personnalités de burn-out. Voilà, à proprement parler. Mais venons d'abord sur l'aspect d'environnement de travail, qui est un aspect clairement fondamental, parce que sans cet environnement de travail-là, eh bien, il n'y a pas de burn-out, peu importe la structure psychique. Donc, première chose, eh bien évidemment, la surcharge de travail. La surcharge de travail, comme on l'a pu le voir aussi auparavant dans nos chiffres, c'est l'un des premiers facteurs de l'environnement de travail, de l'organisation du travail, qui va venir jouer sur le burn-out. Eh bien, dans cette surcharge de travail, ce qu'on va retrouver, eh bien, il va y avoir aussi beaucoup de questions de délai. Et évidemment, dans les délais, eh bien, ça fait partie des ressources que vous avez pour bien faire votre travail, mais on va le voir après aussi, une question de moyens. Est-ce que je suis soumise à des délais? Est-ce que mes objectifs ne sont pas trop ambitieux, voire inatteignables? Eh bien, la surcharge de travail, on va le voir après, hein, d'ailleurs, dans l'engrenage, qu'elle amplifie, d'ailleurs, au fur et à mesure du burn-out. L'exigence émotionnelle de l'activité, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les premières études sur le sujet ont été effectuées sur une population de soignants, où effectivement l'exigence émotionnelle, notamment en termes d'empathie, est extrêmement présente. Et donc, eh bien, plus on va se retrouver sur des activités qui demandent une présence et un soutien affectif, de l'empathie, ou des situations extrêmes de type, on retrouve là nos policiers et nos pompiers, par exemple, hein, qui font face à des situations extrêmes où il y a de la mise en danger, hein, eh bien, là, effectivement, on a aussi un facteur important dans l'émergence du burn-out. Un déséquilibre entre les objectifs demandés et les moyens mis à disposition pour bien faire son travail. Ça, c'est l'un des facteurs aussi fondamentaux. J'ai des objectifs, mais clairement, je manque de temps, je manque de moyens, physiques et psychiques aussi. Et vous allez voir que petit à petit, et bien évidemment, l'écart va se creuser. Autre chose, le manque de clarté. Rien de plus confusant et je dirais de plus aliénant que de ne pas savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on attend de nous. Clarté dans les tâches, clarté dans les rôles, dans les responsabilités. Et puis, on adore aussi les injonctions paradoxales. En injonction paradoxale, pour un manager, par exemple, tout simplement être ferme et diplomate à la fois, c'est une belle injonction paradoxale et c'est d'ailleurs tout l'enjeu finalement du poste de manager, c'est entre le marteau et l'enclume. Mais on peut retrouver ces injonctions dans tout type, bien sûr, de métier. Par exemple, les conducteurs de bus, je dois mener de point A à un point B mon bus, des personnes, dans les temps, malgré la circulation, qui est un paramètre que je ne contrôle pas, mais en garantissant la sécurité de tout le monde. Donc voilà, ces injonctions paradoxales aussi peuvent très clairement mener, en termes de fréquence et d'intensité, en tout cas, vers le burn-out. Et puis aussi le conflit entre les valeurs et l'organisation, la finalité du travail et les valeurs individuelles. Évidemment, la quête de sens, vous allez voir après, c'est extrêmement important. Si je ne suis pas en accord entre mes valeurs personnelles et ce que je fais dans le cadre de mon travail, tant en termes de méthode que de finalité, eh bien, je suis en conflit interne et donc cela vient me mettre en tension. Et enfin aussi, un faible niveau de reconnaissance des supérieurs hiérarchiques et des pairs. Le sentiment de compétence dont on a parlé tout à l'heure, clairement est à mettre en lien parce qu'associé à ce sentiment de compétence, ces personnes-là ont besoin d'un niveau de reconnaissance supérieur de la part de leur pairs et de leurs supérieurs hiérarchiques, et notamment quand il y a cette absence de reconnaissance, cela vient amplifier le phénomène finalement de sentiment de non-compétence. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, je vous ai parlé de facteurs d'engagement, des facteurs intrinsèques, hein, cette fois liés directement à la personnalité aussi, mais en tout cas dans la plupart des cas, ce sont des facteurs clés dans ce processus de burn-out, et c'est l'engagement et l'implication. L'engagement, c'est simplement de se retrouver en termes de valeurs dans notre organisation, de se retrouver finalement, j'ai perdu le terme, mais notre organisation dans laquelle on travaille, c'est nous. Et donc, plus j'accorde de valeur à mon organisation, plus mon organisation, en tout cas, est valorisée et je dirais, et elle est mise en avant, plus je prends de la valeur moi-même. Et c'est cette envie aussi de participer à cette ressource, à cet enrichissement de l'organisation et d'y rester membre.
Et puis l'implication, c'est un petit peu différent. L'implication, c'est relatif, toujours pareil, à ce sentiment de compétence. C'est-à-dire que j'ai de la valeur que quand j'ai le sentiment que mon travail est bien fait et que je suis compétente et experte et reconnue comme telle. Et donc, je m'implique dans mon travail pour augmenter ma valeur et aussi pour augmenter mon sentiment de compétence. Alors, comment cela se manifeste? Eh bien, comme on le disait, ça commence par une implication et un engagement fort. Je dirais que le burn-out, c'est vraiment un engrenage qu'on ne voit pas venir. D'abord, c'est une manière de travailler. On est engagé dans ce qu'on fait, on aime participer à beaucoup de sujets, à beaucoup de projets transversaux, on aime être repéré par les autres comme un expert, on est investi dans son travail, on est impliqué, donc on ne compte pas trop son temps. Au départ, en tout cas, c'est ça. Et puis, petit à petit, c'est avec la surchauffe. La charge de travail augmente, notre niveau d'exigence envers nous-mêmes augmente aussi fortement. Du coup, l'exigence des autres envers soi augmente aussi. Et là, on commence à se rendre compte que finalement, eh bien, les objectifs qu'on me fixe et que je me fixe, eh bien, j'ai pas tout à fait les moyens pour les faire, mais par contre, je fais quand même avec. Donc, je vais commencer à déployer certaines stratégies qui sont, par exemple, eh bien, je vais arriver une demi-heure en avance et je vais repartir une heure après les autres. Petit à petit, comme ça, va s'installer un engrenage de charge de travail et où finalement, pour compenser pour arriver à ce sentiment de compétence plein, eh bien, je vais commencer à déployer beaucoup plus d'efforts. Et puis après arrive le stress chronique, où là, concrètement, on commence à être dépassé très régulièrement et très fréquemment et sur une intensité assez importante eh bien, par notre charge de travail, mais où aussi quand on va chercher du soutien vers autrui, vers ses pairs ou ses supérieurs hiérarchiques, on a plutôt une réponse de type eh bien, peut-être devrais-tu mieux hiérarchiser tes tâches, peut-être devrais-tu prioriser. Et donc on commence finalement à se sentir seul. Et de là, alors évidemment, on commence là, émergent les manifestations cognitives, les manifestations émotionnelles, tous les symptômes que l'on a pu voir tout à l'heure, et puis tout ce qui est aussi du comportement, c'est-à-dire que finalement, on va commencer à ne plus bien dormir, à avoir des troubles intestinaux, à moins bien manger ou à ne plus manger, à ne plus prendre de pause, à se réveiller la nuit. En sueur, à penser sur tout ce que finalement il nous reste à faire, à entamer nos journées déjà en pleine culpabilité sur les objectifs qu'on n'a pas réussi à réaliser de la veille, en sachant que déjà à la fin de la journée, on n'arrivera pas, on n'aura pas réussi à atteindre ces nouveaux objectifs. Et donc, va commencer à s'installer eh bien, ce deuxième critère dont on a vu aussi, qui sont la déshumanisation. C'est-à-dire qu'on va se désocialiser, on va commencer à ne plus prendre de pause avec nos collègues, on va commencer à être agacé, à proprement parler, par nos managers qui nous en demandent toujours plus, nos collègues qu'on comprend moins aussi et qui font des erreurs. Et puis petit à petit, eh bien, finalement, la fatigue commence à s'installer très fortement. Et plus la fatigue s'installe, évidemment, plus l'effort de travail est intense, puisque je me fatigue, donc je fais des erreurs, je dois recommencer mon travail, donc ça réaugmente ma charge de travail. Les gens me disent que j'ai fait des erreurs, donc ça abaisse mon sentiment de compétence, ça abaisse mon estime de soi, j'ai plus de reconnaissance, et petit à petit, finalement, je vais commencer à m'isoler. Cet isolement est, je dirais, l'avant-dernière phase, étape fondamentale du burn-out. Je vais commencer à hurler sur mes enfants, je vais complètement m'isoler dans mon travail, submergée par la quantité de travail, par les objectifs que je n'ai pas réussi à remplir. Je ne vais plus communiquer et je vais proprement avoir une fatigue telle que j'ai perdu toute capacité de concentration, je ne sais plus exactement ce qu'on me demande de faire, je ne comprends plus ce que je dois faire et ce qu'on attend de moi, ce que je fais n'a plus aucun sens. Et puis un jour, c'est l'effondrement. Et l'effondrement, à proprement parler, eh bien tout simplement, on ne peut plus poser le pied par terre. La fatigue est tellement intense qu'il nous est impossible de travailler. Plus on se rapproche de notre lieu de travail, plus la gorge se serre, plus un étau se serre autour de nous, on est en crise de larmes. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre
du burn-out et en tout cas de l'effondrement et du niveau critique. Alors, c'est un tableau clinique extrêmement, je dirais, lourd. Comme vous voyez, ça engage énormément de choses, de soi dans le travail et notamment de notre image. Et je dirais qu'après cet effondrement, il y a 2 choses à faire. La première, c'est de s'arrêter, et c'est de s'arrêter déjà bien avant, mais en tout cas, si on ne s'est pas arrêté, c'est évidemment, c'est de s'arrêter et de sortir du travail pour casser l'engrenage, se reposer. Et puis aussi, parallèlement, je conseille à ces personnes-là d'être accompagnées par leur médecin du travail, leur psychologue, ou voire même un psychiatre en fonction du degré, en tout cas de gravité. Mais c'est d'être accompagné. Une fois que ce repos vous aura permis finalement qu'on peut dire communément, de récupérer ses esprits et finalement d'être en pleine, ou en tout cas d'avoir récupéré vos capacités de réflexion, de concentration et d'attention, parce qu'on est d'accord, on a perdu beaucoup de notre cognition, notre capacité de réflexive. Donc évidemment, on ne peut pas commencer un bilan de compétences à ce moment-là, mais dans la reconstruction, petit à petit, eh bien finalement, on va reprendre confiance dans nos capacités de réflexion, nos capacités de concentration, et à partir de là, eh bien, on va remonter la pente, si je puis dire. Et finalement, c'est là où j'ai ces personnes qui arrivent vers moi. Il va arriver la nécessité de l'introspection, car c'est une quête existentielle concrètement. Repenser sa vie professionnelle. Et je dirais même, vous aurez compris le jeu de mots, penser ses plaies, sa vie professionnelle auparavant. Quand j'ai les personnes qui viennent face avec moi, après leur burn-out ou quelques temps plus tard, plein de questions surviennent. Est-ce que j'aime toujours mon métier? Dois-je tout changer? Suis-je au bon endroit? Est-ce que je fais le bon métier au bon endroit? Est-ce que je le fais de la bonne manière? Est-ce que je suis toujours compétente? Et de quoi ai-je besoin, encore une fois, pour m'épanouir au travail? Eh bien, je dirais que c'est là où je peux vous aider. En tout cas, une démarche de bilan de compétences peut vous aider. Ce n'est pas une solution au burn-out, concrètement. Mais en tout cas, ça peut participer à la reconstruction de soi, à la reconstruction de son image, encore une fois, et de son sentiment de compétence. Alors, concrètement, comment ça se passe? Les personnes, je les reçois, je fais au préalable ce qu'on appelle un entretien de diagnostic, c'est-à-dire que je vais identifier avec elles la situation dans laquelle elles se trouvent et ses attentes par rapport au bilan de compétences. Évidemment, tout ce que l'on s'est dit avant va participer à cette situation actuelle. Et puis, un bilan de compétences, c'est en 3 phases différentes. La première phase, c'est une phase préliminaire. La seconde, une phase d'investigation. Et puis la troisième, c'est une... Excusez-moi. Il me reste 2 minutes? Ok. La troisième, c'est une phase de conclusion. Et la durée totale maximum est de 24 heures. Alors, concrètement, ces phases-là, la phase la plus importante, c'est la phase d'investigation où on va venir investiguer vos aspirations professionnelles, votre personnalité au travail, vos intérêts professionnels, vos motivations pour que finalement, vous trouviez du sens à ce que vous faites. De quoi ai-je besoin en termes de valeurs, d'environnement, de statut, de liberté, d'autonomie et de quoi surtout ai-je besoin pour moi m'épanouir en termes de personnalité. Et puis, on va bien sûr investiguer tout votre parcours professionnel en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, les savoir-être qui sont relatifs à ce que je viens de dire auparavant. Mais en tout cas, on va venir investiguer aussi votre parcours professionnel afin que tout ça fasse sens et de pouvoir retirer finalement les compétences que l'on pourra transférer aisément, en tout cas dans votre future vie professionnelle. La construction de ce projet professionnel et de repenser sa vie professionnelle, c'est finalement cette prise en compte de toutes ces dimensions-là qui vont augmenter votre autoconnaissance, qui vont augmenter votre estime de vous-même et qui vont petit à petit vous aider aussi à construire une vie professionnelle dans laquelle vous vous retrouvez, dans laquelle vous retrouvez vos bases, c'est-à-dire vos propres ressources et qui vous êtes exactement. Voilà, je me rends bien compte que c'est un sujet extrêmement vaste. En tout cas, voilà, j'espère avoir été explicite sur l'intérêt d'un bilan de compétences finalement dans la reconstruction de soi après avoir été victime d'un burn-out. Et puis, je répondrai à vos questions finalement aux questions que vous avez à me poser. Merci beaucoup.